culturel ivoirien constitue une priorité du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le bia que nous allons présenter au siège royal est connu aussi bien chez les Ashantis du Ghana que chez les Agnis, les Baoulés et les Abrons de la Côte d'Ivoire. On peut aussi voir un peu plus loin chez les fonds de l'ancien royaume d'Abomey au Bénin. Il y a deux sortes de bia. Le bia foufoué ou le bia blanc, sur lequel s'asseyent les notables, les femmes, les hommes, et le bia blé ou siège noir pour le roi. Objet sacré et inaccessible, le bia constitue le support privilégié du culte des ancêtres. Et cela est d'actualité. À la mort du roi, le bia sera retiré pour aller rejoindre les autres sièges des prédécesseurs et de l'ancêtre fondateur. Et tous ces bias servent d'autel aux libations et aux sacrifices sanglants offerts périodiquement et surtout à la fête de l'Igname. Le jour de la fête de l'Igname, quand tous les sièges sont exposés dans l'aïvier, c'est-à-dire la cour du roi, c'est le bia Sofouet, celui qui préside à toutes les offrandes publiques et privées faites au siège, qui nomme les uns après les autres leurs titulaires en versant la boisson qui leur est destinée. Le bia permet de reconstituer la liste dynastique officielle. Seuls les bons rois ont reçu cet honneur posthume qu'est la consécration d'un siège. Musée de Touédiect, musée d'art spécialisé dans les pierres, une richesse du nord de la Mauritanie. En son sein, un objet exprimant le génie d'une nation. Des habitants de l'Adrar, Erha, le moulin traditionnel. Le erhar est composé de deux grandes pièces de pierre brute, travaillées traditionnellement et reliées entre elles par un bout de morceau de bois. Les deux pierres sont le symbole de l'actif et du passif. L'une joue le rôle de la pierre dormante et l'autre celui de la pierre agissante. الرحاء أداة طحن كانت خارجة من الزمن القديم. جميع الدول العربية كاتين شوفوا متاحف تعرض الرحاء اللي كانت بالنسبة لنا احنا هون هي آلة الطحين ونصنعوها هناتي عندها الناس متخصصة فيها صنعها من الحجارة. حجارة تعود مثلا العمل فيها هوين غير تعود الحجر الحرة يلي قد تطحن الرحاء. ذيك الرحاء عندها خصوصيات يبدأ لها من حد يعود يعرف العمل بها بالأخص النساء. تطحن حبوب الشعير والقمح والزرع. هي الأداة الوحيدة كانت عند المناطق الريفية وموريتانيا والله قاع موريتانيا ساوي تعود خارج الميكانيك. C'est grâce à la pierre agissante que la pression s'exerce sur les graines pour les transformer. Cette pierre agissante est trouée à 3 endroits. Un trou central qui contient les graines à moudre. Les 2 autres trous portent en alternance
Un morceau de bois permettant de faire tourner la pierre agissante dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre pour broyer les graines. Moulin moderne ou traditionnel, le Erhard s'impose, toujours avec la qualité de son œuvre. Une farine bien fine qui sait retenir tout amoureux de la bonne saveur. Dès sa création, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire s'est orienté vers l'acquisition et la conservation de plusieurs pièces authentiques. À côté du masque Zamblé qui sera présenté, les collections du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire comportent plusieurs masques, dont le Goli. Le masque Zamblé. Il est fait en bois dur, polychrome de 41 sur 15,5 sur 12 cm et pèse 0,75 kg. Il a été acquis par le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire en 1950. Cet exemplaire du masque Zamblé, légèrement différent du modèle habituel, est l'œuvre d'un sculpteur baoulé du centre de la Côte d'Ivoire et non Gouraud. L'appellation Zamblé signifie celui qui mange son maître, mais aussi celui qui a tué sa mère pour épouser sa sœur cadette Gou. Il intervient pour apaiser les disputes, mais il est aussi convoqué pour détecter les sorciers. Sa vue est autorisée aux femmes qui n'ont cependant pas le droit de le toucher. Chez les Gouros du Nord, les Mouans et les Ouans, la danse Zaouli comprend 3 masques. L'ancêtre Zaouli, son épouse Zamblé et leur fille Gou. Plus au sud, Zaouli disparaît. Zamblé prend sa place et devient le mari de Gou. Créé en 1942, l'actuel musée des civilisations a connu beaucoup de mutations jusqu'en 1972, où il devient le musée national d'Abidjan. C'est en 1994 qu'il devient le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. L'objet que nous allons vous présenter aujourd'hui est un tambour. Il s'agit de tambour à fente des Pays d'An, situé dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Il est fait en bois dur, patine sombre et est surmonté d'une tête féminine. Il a une dimension de 59 sur 19 cm et demi. En Pays d'An, les danses ou certains travaux agricoles sont souvent accompagnés par le son rythmé des tambours de bois à fente, comme l'instrument présenté ici. Comportant une large fente par laquelle le tronc d'arbre a été évidé, une ou deux fentes secondaires parallèles à la fente principale mais beaucoup plus fines qui déterminent une lame à droite et à gauche ou d'un seul côté selon un principe rappelant celui du xylophone dont cet instrument est un dérivé. Ils sont toujours frappés par paire. Le plus grand, Adé, est dit sa mère et l'autre, Ané, l'enfant. Le tambourinaire frappe Ané selon un rythme ininterrompu tandis que l'autre batteur improvise sur des rythmes plus complexes. C'est justement au son de cet tambour à fente que s'exécute la danse Sanrin des Ouais, voisin historique des Dents. Sanrin signifie serpent. Clouy, le fondateur de cette danse, a vu en songe son grand-père lui présenter des fillettes habillées de la sorte et les faisant danser en les coupant avec des couteaux sacrés qui ne leur faisaient aucun mal avant de lui confier son secret. Pour exécuter cette danse acrobatique, ces fillettes sont choisies dès l'âge de 4 ans. Et jusqu'à 13 ans, elles vivent à l'écart des leurs, après avoir suivi une initiation secrète de 2 ou 3 ans.
après cette belle incursion dans les différents musées de l'Afrique, permettez-moi, mes téléspectateurs, d'annoncer la présence de Dr Prao pour la rubrique économie. Bonjour docteur. Bonjour Normé. Merci d'être avec nous encore une fois ce matin. Et aujourd'hui, nous parlons épargne. Épargne, effectivement. Pourquoi? Eh bien, nous parlons de politique d'épargne parce que il est généralement admis qu'en Afrique, le taux d'épargne est vraiment inférieur au taux qui booste un peu la croissance. Alors, en économie, on dit à peu près c'est autour de 30% du taux d'épargne. Ça veut dire l'épargne divisée par le PIB dans une économie. Une fois que ça dépasse ou ça atteint les 30%, ça a un effet positif, n'est-ce pas, sur la croissance. Alors qu'en Afrique, nous, en général, on est autour de 18%, largement inférieur, n'est-ce pas, au taux que nous avons en Asie, par exemple, qui sont de l'ordre de 43%. Avant d'entrer dans les détails avec les pourcentages, est-ce qu'on peut définir le mot épargne? Alors, l'épargne, comme on dit en économie, c'est plus ou face de la même réalité. Vous avez un revenu et tout ce qui n'est pas consommé, n'est-ce pas, sur votre revenu, on l'appelle épargne. Voilà. Ça veut dire que vous avez un revenu de 100 000 francs CFA, vous payez la maison, vous vous nourrissez, tout ce qui est dépenses de la maison, on chiffre cela peut-être à 60 000 francs. Et puis les 40 000 francs, ce sont vos épargnes. D'accord. Voilà. Si encore on arrive à les mettre de côté, on comprend tout de suite qu'on peut avoir, par exemple, différentes formes d'épargne. Effectivement, il y a différentes formes d'épargne. Il y a déjà l'épargne, comment on appelle ça, l'épargne financière. Alors l'épargne financière, alors c'est ce que nous venons de dire là, effectivement. Ça veut dire c'est en monnaie. Alors, et cette épargne financière-là, vous pouvez l'avoir sous forme liquide, qu'on appelle la thésaurisation. Ça veut dire les 40 000 francs dont nous parlons tout à l'heure, vous les prenez et vous les mettez de côté sans les placer. Donc, vous thésaurisez. Alors, c'est les 40 000 francs, vous pouvez aussi les placer, par exemple, sous forme d'encaisse monétaire. Ça veut dire, vous allez à la banque, vous dites, je vais avoir un dépôt à terme. Ça veut dire, je garde l'argent et un an après ou 2 ans après, j'ai mon argent et j'ai les enfants que mon argent fait, les bénéfices. Voilà. Ou bien, vous pouvez carrément acheter des actions ou des obligations, par exemple. Là, on dit dans ce cas-là que l'épargne est placée. Voilà. Donc, ça, c'est la forme financière de l'épargne. Et là, il y a une forme aussi non financière. Non financière, en général, vous pouvez avoir l'argent, Naomi, et vous achetez, par exemple, un terrain, vous achetez une maison, ou bien vous achetez des bijoux, vous achetez peut-être même des marchandises que vous pouvez stocker sous forme d'épargne aussi. Là, on appelle l'épargne non financière. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est une forme d'épargne. Et en général, les statistiques disent qu'en Afrique, dans le monde rural, 80% de la population dans le monde rural, effectivement, opte, n'est-ce pas, pour cette forme-là. L'épargne non financière. Donc ça nous fait 2 formes. Est-ce qu'il y a encore d'autres formes? En général, c'est les 2 grandes formes que nous avons. L'épargne financière et l'épargne non financière. D'accord. Et quand on arrive maintenant au service public, est-ce que là-bas, on peut avoir des formes d'épargne? Bon, au niveau de l'État, vous avez effectivement l'épargne au niveau des ménages. Ça, c'est au niveau de la catégorie, n'est-ce pas, des individus. Il y a l'épargne des ménages que nous sommes. Et effectivement, ça dit que vous divisez l'épargne brute divisé par le revenu disponible brut. Le revenu disponible brut, c'est quoi au juste? C'est le salaire que vous avez, plus les revenus en capital que vous avez, moins les impôts que vous payez, plus les prestations sociales. Ça veut dire, par exemple, bon, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas courant, mais en Europe, par exemple, une femme seule peut avoir, par exemple, des prestations sociales pour l'aider. Par exemple, vous ajoutez à votre revenu, n'est-ce pas, ce que vous avez de l'État. Voilà, moins l'impôt que vous payez. Donc vous divisez l'épargne brute, divisé par le revenu disponible, et vous avez ce qu'on appelle le taux d'épargne des ménages. Au niveau des entreprises aussi, chaque entreprise aussi, effectivement, ce sont des personnes morales ou juridiques qui aussi épargnent. Alors, l'entreprise épargne comment? Lorsque l'entreprise, par exemple, fait des bénéfices qu'elle ne distribue pas, par exemple, ça constitue, n'est-ce pas, son bénéfice. Voilà, donc vous divisez, comment on appelle ça, les revenus non distribués. Ça veut dire que vous êtes actionnaire de la RTI. À la fin de l'année, on distribue, on a peut-être 1 milliard qu'on a eu en termes de bénéfices. Soit on les distribue aux actionnaires de la RTI ou on les garde. Quand on les garde, ça constitue un peu notre bénéfice, notre épargne. Donc vous divisez, alors cette épargne-là divisée par la valeur ajoutée que la RTI a produit. La valeur ajoutée en économie, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Ça veut dire pour pouvoir produire ici à la RTI, effectivement, on a eu besoin
peut-être de payer des caméras, de payer voilà, beaucoup de choses pour pouvoir faire vos émissions. Donc on fait la production, c'est ce que les émissions nous ont rapporté, moins ce que nous avons dépensé, n'est-ce pas, pour pouvoir produire nos émissions. Donc la production, moins la consommation intermédiaire. C'est la valeur ajoutée, n'est-ce pas, de la RTI. Donc vous divisez les bénéfices de la RTI, divisé par cette valeur ajoutée-là, et vous avez ce qu'on appelle le taux d'épargne, n'est-ce pas, de l'entreprise. De l'entreprise. Au niveau de l'État aussi. Et cela peut évoluer par an parce qu'on n'a pas forcément les mêmes entrées chaque année. Effectivement, cela évolue effectivement. C'est une variable qui évolue dans le temps. Alors donc effectivement au niveau de l'État aussi, vous avez effectivement ce qu'on appelle l'épargne publique. Alors l'État aussi c'est comme nous, effectivement Naomi, l'État fait des dépenses. Quand on note en économie, j'ai les dépenses publiques et l'État finance ces dépenses publiques là par les taxes que l'État prélève, qu'on appelle nous en économie T. Donc effectivement l'épargne de l'État sera la différence, n'est-ce pas, le solde entre les recettes fiscales et puis les dépenses de l'État. Quand vous faites T moins G, ça veut dire que quand les recettes excèdent les dépenses, on dit effectivement que l'État a une épargne positive. Quand c'est négatif, ça veut dire que c'est une épargne négative, ça veut dire que l'État, quelque part, doit emprunter sur le marché pour pouvoir faire, n'est-ce pas, ses dépenses. Donc voilà les différentes sortes, n'est-ce pas, d'épargne et leurs mesures. D'accord, docteur. On voudrait s'attarder sur l'épargne des ménages et qu'est-ce qui peut nous emmener à vouloir épargner? Effectivement. Vous savez, on disait tout à l'heure, en offre, vous et moi, il faut que nous épargnions déjà, parce que nous ne savons pas de quoi demain retournera. C'est ça. Vous êtes là, comme on dit, le risque, c'est l'incertitude probabilisable, mais l'incertitude, c'est le risque qu'on ne peut pas probabiliser. Comme le dit l'adage, demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Donc, comme pour ceux, par exemple, qui sont dans le privé, bon, entre guillemets, dans le public, vous savez, pourquoi on vous renvoie, il faut beaucoup de temps. Or, dans le privé, puisque l'emploi dépendra de la macroéconomie du pays, ça veut dire de l'environnement économique et de comment ça marche, de la conjoncture, quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous devez mettre de côté quelque chose. Oui. Si demain vous êtes au chômage, ou bien si vous avez des maladies, ou bien vous avez des petits bobos, pour que vous puissiez, en tout cas, faire face à cela. Donc, c'est le premier motif, l'épargne de précaution. On épargne parce que, effectivement, comme on ne sait pas ce que demain sera fait, on épargne pour ça. On peut épargner aussi par solidarité. C'est-à-dire, Naomi, logiquement, un bon père, un bon chef de famille doit le faire. Nous devons mourir en laissant quelque chose à nos enfants. C'est le contraire, effectivement, qu'on constate, mais un bon père, logiquement, doit laisser quelque chose, n'est-ce pas, aux futures générations. Surtout que cette génération n'a pas demandé à être là. C'est nous qui l'avons, je vais dire, engendré. Nous devons penser à son devenir. Donc, on appelle ça une épargne par solidarité. C'est ça. Il y a aussi l'épargne pour des motifs de retraite. Nous tous, nous travaillons. Bien entendu, il arrivera un moment biologique où nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, être ce que nous sommes. Donc, nous devons aller nous reposer. Alors, et si vous ne voulez pas vivre dans une précarité qui ne dit pas son nom, vous devez quand même, pendant que vous travaillez, mettre quelque chose de côté. Donc, il y a ce motif-là, c'est-à-dire épargner pour les retraites. On peut aussi épargner pour d'autres motifs. Par exemple, vous voulez acheter une voiture, par exemple. Alors, comme vous n'avez pas l'argent, et que vous n'êtes pas peut-être enfant d'un riche monsieur, vous êtes obligé au préalable, n'est-ce pas, de constituer une épargne, une réserve. Et puis, une fois que vous avez atteint l'argent qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour l'achat de ce que vous voulez faire, vous achetez. Vous voyez donc, voilà tout ce qui peut nous... tellement de motifs. Tellement de motifs, effectivement, dont nous avons cité, n'est-ce pas, quelques-uns. Malheureusement, l'Africain, surtout l'Ivoirien, ne prend pas le temps de mettre de l'argent de côté. On ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce l'éducation ou sinon la sensibilisation qui n'est pas passée? Parce qu'aujourd'hui, un Ivoirien a son salaire, mais il ne pense pas tout de suite à mettre de l'argent de côté. Vous savez, effectivement, c'est ça. On dit généralement que l'Africain, effectivement, a une propension, n'est-ce pas, à avoir une consommation ostentatoire. Ça veut dire... C'est pas faux. Voilà, lorsqu'il excusez-moi, c'est un petit instituteur, il veut vivre comme le professeur d'université. Voilà. Le professeur d'université veut vivre comme le ministre. Nous n'avons pas le même salaire. Et on dit généralement en Afrique, on accroche son habit là où sa main vraiment peut arriver. Donc effectivement, l'Africain a ça. Et il faut que cela change. Alors pour que ça change, c'est comme au Japon. Au Japon, par exemple, on incite les gens à avoir des maisons ou à avoir des terrains. Et comme le prix du terrain est cher, vous êtes obligé au préalable de constituer d'abord une réserve, une épargne. Donc je pense qu'il y a une éducation effectivement à avoir. Quand ce qu'on nous enseigne à l'école, l'ECM par exemple, l'éducation civique et morale. Il faut inculquer, il faut d'abord mettre dans ces manuels-là ces comportements d'épargne. Parce que si nous n'épargnons pas, effectivement, et il y a le fait aussi, Naomi. Vous savez, en Afrique en général, on se dit, dans tout le cas, si j'ai un problème, je vais aller voir tata Naomi, elle va m'aider. Oui.
Alors qu'en Comme si Europe, Tata Naomi, elle, n'a pas ces soucis. voilà. Alors qu'en Europe, non, chacun pour soi. Si Prao dilapide ses sous, il n'y a qu'à pleurer seul. Il ne faut pas aller voir mon frère ou bien pas aller voir X ou Y pour dire ah voilà, j'ai des soucis. Non. C'est parce que quelque part en Afrique, on dit celui qui travaille ne travaille pas seulement pour sa famille, mais travaille pour tout le canton, pour toute la région. Il faut que ça cesse. Cela fait qu'effectivement, dans la famille, certaines personnes peuvent être effectivement. Travaille pour toute la région. Pour toute la région. Donc, du coup, il se dit écoutez, si j'ai des soucis, je vais voir mon frère. Alors que non. Si il se disait que non, je suis seul comme un naufragé qui sort sur une île, il allait avoir un comportement un peu décent, un comportement un peu prévoyant. Donc, je pense que c'est tout le modèle africain qu'il faille, n'est-ce pas, revisiter, qu'il faille voir. Parce que cela est dommageable pour le comportement d'épargne. Et comment l'épargne peut favoriser la croissance économique d'un pays? Effectivement, il y a un débat théorique là-dessus, sur le lien de causalité entre l'épargne et la croissance. Dans le tableau que vous avez, effectivement, vous voyez bien que les chiffres ne nous donnent pas vraiment une indication claire. Pour ce qui concerne les pays du G7, les pays développés, vous voyez par exemple que la croissance ne dépend pas du tout de l'épargne. Mais lorsque vous prenez par exemple les économies émergentes, vous voyez effectivement, les économies d'Asie, du Sud-Est en général, vous voyez bien effectivement qu'il y a une relation de croissance, c'est-à-dire une relation positive entre l'épargne et la croissance. C'est-à-dire plus le pays a épargné, plus ça a eu un effet positif sur la croissance. D'accord, donc on peut, comme on parle du tableau, nous avons les chiffres grâce à vous, comme d'habitude, docteur Prao. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. En 1990, vous parlez de 14. Voilà 14% du taux d'épargne, effectivement. C'est-à-dire au niveau du pays, hein, au niveau des agrégats, vous divisez l'épargne divisé par le PIB. Ça nous donne 14%. Donc c'est bon? Oui, c'est pas bon, Naomi. Non, mais attendez, que le pays, ça veut dire qu'on n'est pas à moins. On n'est pas à moins. On n'est pas à moins 7, mais je vous ai dit tantôt qu'il y a un niveau qu'il faille atteindre pour que le taux d'épargne ait un effet positif sur la croissance. Pour nous, dès qu'il n'y a pas le moins, on s'encourage. Oui, c'est vrai que c'est positif, certes, mais c'est très faible. Par rapport aux pays asiatiques qui culminent à 40%, nous sommes à 14%. Vous voyez que c'est vraiment inférieur. Attendez là, mais attendez. À 90, on est à 14. En 1995, on arrive à 20%. Ce qui veut dire que petit à petit, on va arriver à 40 bientôt. Effectivement, oui, on espère. Mais encore faut-il qu'il y ait une politique pour que nous puissions arriver à là. Parce que, voyez-vous, nous en Afrique, on croit toujours au miracle. Quand on croit au miracle, ça veut dire qu'on s'assoit, on ne fait rien. Alors qu'en économie, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, il n'y a pas de miracle en économie. En économie, vous mettez en place de bonnes politiques macroéconomiques, vous avez de bons résultats. Nous, on s'assoit, on dit, bon, on attend que Dieu nous pousse. Dieu ne va pas nous pousser si nous-mêmes, on ne met pas en place de bonnes politiques macroéconomiques. Il y a un taux en économie, le taux de 30%. C'est un taux critique, un seuil à partir duquel, n'est-ce pas, l'épargne doit avoir un effet positif sur la croissance. D'accord. Et nous, en général, nous, les pays africains, c'est vrai qu'on a vu que le taux d'épargne est largement supérieur au taux d'investissement. Parce qu'en 2005, par exemple, on était autour de 10,7 au niveau du taux d'investissement et largement au-dessus au niveau du taux d'épargne. Mais on ne voit pas son effet positif sur la croissance parce qu'effectivement, les mobiles, les déterminants de l'investissement sont autres que les déterminants de l'épargne. Il peut avoir l'argent dans l'économie, mais quand tu as investi, Naomi, c'est autre chose. Si vous vous levez chaque matin, que vous entendez des bruits de boîtes, des coups d'État par-ci, demain on va faire ceci. Mais Naomi, même si vous avez 10 milliards sur votre compte, vous n'allez pas investir. Qui est-ce qui va investir son argent? Et puis demain, on va dire que son argent est tombé à l'eau. Personne. Donc les motifs, n'est-ce pas, qui poussent à investir sont très différents des motifs qui poussent l'homme, n'est-ce pas, à épargner. Et en parlant de ça, permettez-moi, docteur, de préciser qu'on prend toujours en exemple l'Afrique du Sud. C'est ça. Mais sur ce coup-là, il y a eu un souci. Parce qu'en 1990, ils étaient à 25%. Et en 1995, ils se retrouvent à 18%. Effectivement. Vous savez, quand vous voyez les dates, l'Afrique du Sud traversait un moment très difficile. Exactement. Très difficile parce qu'effectivement, ils avaient un souci d'équilibre d'unité nationale. Hein, mais entre le partage. Heureusement, ils ne sont pas allés à moins. À moins. Oui. Vous savez, c'est des grandes économies. Hein, c'est des grandes économies qui s'écroulent difficilement. Effectivement. Comme les économies européennes d'ailleurs. Voilà, c'est pas comme nous, un petit bobo, et puis bon, voilà, on commence par tendre la main. C'est des économies qui savent vraiment rebondir. Voilà. Merci, docteur. La relation épargne-revenu maintenant. Bon, la relation épargne-revenu, effectivement, au niveau toujours de la théorie, c'est au niveau de la théorie de l'épargne. Alors, chez nous, en économie, il y a une controverse, n'est-ce pas? Il y a une controverse parce que les Keynésiens sont des économies qui suivent les préceptes de Keynes, et ils disent que quant au déterminant de l'épargne, il y a le revenu et il y a le taux d'intérêt.
les classiques, ou les néoclassiques, c'est-à-dire que les économistes qui suivent les préceptes d'Adam Smith et autres, ils disent que effectivement, plus le taux d'intérêt est vraiment très élevé, plus on est poussé à épargner. Ça veut dire, que c'est comme si vous étiez là, on vous dit, ah, taux d'intérêt 20%. Et Naomi sera poussée à épargner, même si Naomi n'a rien. Je vois un peu. C'est ce que disent les classiques. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le taux d'épargne est élevé. Alors que les keynésiens, ils disent non. Alors, le taux d'épargne n'a rien à voir avec le taux d'intérêt. Parce que ce n'est pas parce que vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont à 100% que l'individu qui n'a rien va épargner. Vous allez épargner quoi, Naomi, si vous n'avez rien? Donc, les keynésiens disent, bien au contraire, puisque l'épargne, c'est le reste du revenu une fois qu'on a consommé. Donc, si vous voulez accroître le taux d'épargne dans l'économie, il faut accroître plutôt le revenu. Alors là, j'ai appris ce matin en faisant ma revue de presse que le président a dit depuis le Congo qu'il va augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est une bonne politique. Alors, lorsque vous accroissez le salaire des fonctionnaires, vous allez voir que l'épargne sera boostée. L'épargne, en tout cas, moi, pour ce que je considère, je ne suis pas un économiste qui suit la théorie néoclassique, je ne pense pas que ce soit les taux d'intérêt qui puissent booster, n'est-ce pas, l'épargne. Je pense plutôt que si vous voulez augmenter l'épargne des gens, il faut d'abord agir sur leur comportement et il faut agir aussi sur le revenu. Une fois que, Naomi, j'ai 500 000, un exemple. Si demain on me dit non, mais on me donne 100 000 francs en plus, voyez-vous, j'ai arrivé à vivre déjà avec les 500 000. Donc, l'accroissement des 100 000 francs peut constituer déjà même pour moi une épargne. Et je vois un peu. Donc, ça n'a rien à voir avec, je vais dire, le taux d'intérêt. Mais, effectivement aussi, ce n'est pas parce qu'on dit que pour accroître le taux d'épargne, il faut accroître le revenu que, par exemple, les banques, par exemple, pour pouvoir aguicher les clients, ne doivent pas aussi, je vais dire, avoir cette politique de taux d'intérêt. Si, il faut que les banques, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir, je vais dire, des clients, on peut arriver, n'est-ce pas, à utiliser le taux d'intérêt comme vraiment un appât, en fait. C'est une façon pour vous de souhaiter une bonne arrivée au président de la République qui était à Brazzaville et qui est revenu il y a à peine quelques heures, d'accord? Mais en fait, vous lui dites en même temps félicitations pour la bonne nouvelle et on est pressé de voir les salaires augmenter. Parce que ça va accroître, n'est-ce pas, le taux d'épargne dans notre pays. Parlons à présent de la place de l'épargne dans l'économie, même si déjà on comprend un peu sa place. Voilà. Donc, l'épargne est vraiment quelque chose qui peut financer déjà l'investissement, même si en Afrique, comme j'ai dit tantôt, on a des taux d'épargne qui sont largement supérieurs au taux d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qu'on épargne ne se transforme pas forcément en investissement. C'est ça. Parce qu'en général, le problème de l'Afrique, parce qu'en théorie économique, on parle de l'irréversibilité de l'investissement. Ça veut dire lorsque, Naomi, vous voulez investir, même si vous avez de l'argent, vous voulez voir clair, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous voulez voir clair dans la situation économique de notre pays et l'environnement. Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, est-ce qu'il va y avoir la paix, est-ce qu'il va y avoir la stabilité? Voilà, c'est tout ce que vous regardez d'abord, premièrement, quand vous voulez investir. Et tout cela favorise les obstacles, la mobilisation de l'épargne. Voilà, ce sont les obstacles, effectivement, à la mobilisation de l'épargne. Alors, les obstacles au niveau de la mobilisation de l'épargne, il y a ce qu'on cite souvent. Non seulement il y a la faiblesse des revenus, comme nous l'avons dit, il y a aussi les taux d'intérêt qui sont très faibles. Les taux d'intérêt qui sont très faibles, qui rémunèrent, je vais dire, les dépôts qui sont très faibles, alors que les taux d'intérêt qui rémunèrent les prêts sont très très élevés. Aux alentours de 23% par exemple au Ghana et chez nous à peu près ici aux alentours de 14 et 17%. Ça veut dire que lorsque vous faites, enfin une banque vous fait crédit, vous payez très cher. Alors que lorsque vous voulez aller déposer votre argent, il est faiblement rémunéré. Exactement. Et ce n'est pas bien. Ça décourage l'épargne. Parce qu'effectivement, c'est la banque qui canalise, n'est-ce pas, qui est l'institution habilitée à canaliser l'épargne, n'est-ce pas, des ménages. Or, la banque n'a pas une politique vraiment très attractive en la matière. Alors, il y a aussi le problème de confiance vis-à-vis des banques. Parce que vous avez vu, le système bancaire ouest-africain s'était écoulé aux alentours des années 1990. Au Bénin, par exemple, il y a eu 0 banque. Parce que les individus n'avaient plus confiance au système bancaire. Il y a eu ce qu'on appelle la course au guichet.
Ça veut dire que les gens ont fait plus confiance. Naomi va prendre son argent, je vais prendre mon argent, tout le monde va prendre son argent, le système s'écroule. Oui. Donc en Afrique, il y a un problème de confiance entre... Voyez, vous faites une enquête, ce que je dis, c'est vérifié. Vous faites une enquête, vous verrez. Ils vont vous dire, je préfère déposer mon argent peut-être dans une institution de microfinance, là où on ne me demande pas trop de papiers d'ailleurs. Et puis là où, quand je vais prendre mon argent, on ne me demande pas. Pour prendre mon argent, vous faites 1 heure du temps à la caisse. Nous, tout on le fait. Ce n'est pas normal. Et tout cela décourage, comment on appelle ça, les ménages que nous sommes. Et puis comme mon bon papa ou bien mon grand-père, on laisse carrément l'argent sous le matelas là. Voilà, vous thésaurisez. Voilà, vous thésaurisez l'argent sous forme liquide. Voilà. Et ce n'est pas bon. Lorsqu'on thésaurise, n'est-ce pas, au niveau de l'économie, ça pose vraiment un problème. Ce n'est pas bien. Donc il faut que les banques vraiment arrivent à changer cette manière de faire, revoir les taux d'intérêt et puis faire en sorte qu'il y ait vraiment une relation de confiance entre les ménages et puis les institutions bancaires. Et puis, je pense qu'avec cette politique-là, on peut arriver, n'est-ce pas, à accroître le taux d'épargne, puisque ce sont les banques qui mobilisent l'épargne. Et en Côte d'Ivoire, en général, il y a une certaine paresse bancaire qui ne dit pas son nom, parce qu'en 2012, par exemple, on a mobilisé autour de 3 000 milliards de francs CFA. Or, on a prêté aux alentours de 2 000. Ça veut dire que les banques prennent notre argent et les banques ne prêtent même pas au-delà de ce qu'elles nous ont emprunté. Vous voyez, c'est ce que nous appelons une paresse bancaire. C'est-à-dire vous prenez 3 000 milliards de francs CFA au niveau de l'épargne collectée auprès des ménages que nous sommes, et les banques prêtent 2 000. Vous voyez. Donc, alors qu'ailleurs, on prête au-delà de ce que les ménages ont donné aux banques. C'est cela. Donc, c'est pour dire encore... il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Or, les banquiers disent, par la voix, n'est-ce pas, du président de l'association ivoirienne des professionnels de la banque, que les banques veulent vraiment jouer leur rôle dans la promesse d'émergence dans notre pays. Ce n'est pas avec ces taux-là que nous allons aider, n'est-ce pas, l'émergence. Pas du tout. Parce que tous les pays qui sont aujourd'hui émergents sont des pays qui ont eu un secteur bancaire très fort, un secteur bancaire qui mobilise, un secteur bancaire qui n'exclut pas les individus, alors que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes encore aux alentours de 14% de taux de bancarisation. Ça veut dire tout le reste. Tout le reste sous le matelas. Sont sous le matelas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Ça, c'est pas bon. Or, il y a des techniques, effectivement, pour pouvoir mobiliser, je veux dire, l'épargne des ménages. En parlant des ménages, mettons point final à ce thème, les politiques d'épargne, en donnant un conseil à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? L'épargne à long terme ou bien celui à court terme? Effectivement, il faut favoriser les deux. Il faut favoriser les deux, effectivement, parce que vous savez, le ménage va avoir une certaine flexibilité. Si vous favorisez seulement que les assurances vie, puisque les assurances vie sont l'épargne, une sorte d'épargne à long terme, et puis les systèmes de retraite par capitalisation, voilà en tout cas ce que nous pouvons faire. Ces deux produits phares là, sont des produits qu'on a partout en Europe. Le système de retraite par capitalisation, on l'a défini plusieurs fois sur ce plateau. Ça veut dire, si Naomi a 600 000 francs par mois, on prélève 100 000 francs CFA. Amen, les 600 000. J'arrache ma bénédiction. Sur le salaire de Naomi, qu'on met dans un fonds de pension. Et puis, lorsque Naomi va à la retraite, puisque c'est à la retraite, et vous ne partez pas à la retraite dans 10 ans, c'est dans 30 ans. Donc, vous voyez, donc cet argent-là, c'est une épargne vraiment à long terme. Et pendant que vous épargnez, cet argent-là est utilisé pour pouvoir investir et pour que nous ayons la croissance. Pareil pour les assurances vie. Les assurances vie aussi. Voilà. Donc, voilà des produits qu'il faille, n'est-ce pas, encourager, effectivement, avec les banques, avec les sociétés d'assurance, pour qu'on puisse avoir. Mais en même temps aussi, Naomi, on veut aussi avoir une certaine flexibilité aussi. Si vous devez épargner sur 10 ans et qu'après, un an après, vous avez peut-être un souci d'argent, vous faites comment? Donc, les deux formes d'épargne sont encouragées, l'épargne à long terme et l'épargne à court terme. À court terme. Merci, Dr Prao. Rappelons qu'il est économiste et avec lui, nous avons parlé des politiques d'épargne en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Il reste avec nous le temps pour nous, amis téléspectateurs, de vous présenter cet élément qui nous parle de réconciliation. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Mamso, je veux que la paix. Oui, facile. Depuis ce moment, c'est ça qu'il y fait. Eh bien, ça n'est pas souvent de. Eh, très facile, n'a rien. On va n'aider. Wallahi. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Pourquoi? Ça, c'est combien? Toi là, y a quoi? Donc, toi, tu me suis partout, quoi. Même au marché, encore, tu viens me chercher par là. Tu as quel problème? Dépose. Tu vends pas? Quitte là! Attends, tu as quel problème avec moi? Fatim. Hein?
Fatim. Oui, maman, tu as demandé. Tu la reconnais pas? Tu la reconnais pas? C'est pas elle qui s'est moquée de nous au quartier là-bas. Elle a dit quoi ici? Machine n'est pas grave. Dégage. Tu t'es fait faire ma télé boy. Je dégage, j'ai dit. Maman, c'est calmez-vous, doucement, c'est quoi? Madame Moulé, il y a quoi? Moi, je viens de demander chou, c'est combien? Je viens acheter mon chou. Tu commences à m'insulter. Je ne te vends pas. Ou rien comme ça. Je ne te vends pas. Ouais, non, faut te calmer. Pas si c'est. Oui. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? FSC. Pardon. Non, ça va, ma soeur là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand frère. Ouais. On a quoi avec chou ça? Ouais. Akan darabo katira donc on tient chou firama. Fatim la même moi. Nous sommes une kaiba ya la moyenne na mato. Ouais, elle a fait quoi? Ah, ananao. Ouais. Anana ni en fait toucher théon. Pas cadoro. Pour toi. Katra Fatim fait. Yeri, allô Yeri, vous n'avez pas Yeri, et Moucho, faut te calmer. Faut te calmer. Attends. Et madame, quand il parle là, sinon il prend bête, vous avez la place, vous avez manqué le loi. Grand frère qui est morté. Non, attends. Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, il est où? Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vend les choux. Oui. Moi, je suis venue acheter choux. Oui. Et puis, elle est en train de me frapper avec je ne sais quoi, Gaïri qui est là. Non, mais on se connaît au quartier. Ouais. On ne peut pas être du même côté. Quand tu regardes ces deux vieilles, on peut être du même côté. Élément, reste tranquille. Toi là quoi? Donc, si j'ai bien compris, Toi la fille. nous me commandez bien. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle est Wouzumani, elle est venue acheter, donc tu mets ta gamme. Mon commandant. Grand frère, wallahi sungurunke. Aka kujugu ke katara fo ka traiter. Aïe, dabla. C'est que nous, là, faut les quoi? Fier, faut parler encore. Si je ne me suis pas jeté, tu dois faire fier, faut parler encore. Faut parler encore. C'est pas toi et pas l'ouvert. Grand frère, ça va. Alors, si on comprend bien, vous êtes tous dans cette histoire-là. Grand frère, ça va. Vous savez pas ce qui s'est passé dans le pays là? Non. Laisse-moi parler. Tu as quelqu'un qui doit prendre pour gonfler la poitrine, c'est nous. Ou bien, on nous quand tu dis dans ce pays-là, mais le président n'a qu'à laisser, on a laissé tomber. On ne peut pas la affaire de Boutchmani, affaire de Salah, c'est ça là quand on va voir là. C'est comme on est ça là. c'est bien, on a Même mon collègue, on n'aime pas ça. Parce que ça commence à tuer mon cœur. Parce que non, allez me voir, en fait, toi tu viens ici, avec la scène que tu refuses de lui vendre, c'est ça. Là, tu trouves ça normal? Si quelqu'un doit au foyon, non, Non, ça va. Si quelqu'un doit prendre, si quelqu'un doit au foyon, c'est nous les FSI. Oui, on sait. À nous le Canada dit, mais chaque fois qu'on a un table, on crame ça moi. Ouais, le mec qui est calé. Ouais, de ça. Tout de suite. Ah, ça va, grand frère. Non, on ne peut pas savoir pour dire ça. C'est moi, On ne peut pas savoir pour dire ça. Il faut le parler. C'est comme on est ça là. C'est bien, on a Même mon collègue, on n'aime pas ça. Sinon, prochainement, il ne peut pas me savoir pour dire ça. Comment pas c'est quelle manière ça là? Ouais, si c'est ça va aller. Allez, le cap. Il va dire. Il va voir tout. FSC ça va aller. Ça va aller. Il va aller en FSC. Non, tu es civil. FSC, c'est quoi que l'État? Non, voilà, mais vers la mais vers la voilà. Ça la fait des mines, vous n'avez pas laissé. C'est moi. Ouais, en fait, tu es Jamana de Keleni. Si nous, mais on se va mis ensemble là. C'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs, va venir nous mettre ensemble. On doit se pardonner. Mine, maintenant, nous, on s'est passé. C'est vrai. Mais ça fait pour quelque chose. Il y a un abattoir, avec nous, on peut c'est pas passer à des boys qui ont été voilà, il voilà, vous n'avez pas vous saluer. Vous n'avez pas vous saluer. Bravo. Maman, Bana est fini. Bravo. Bravo. C'est quelle manière ça là? Alors, n'a pas gâté ce que je veux que la paix revienne dans mon pays.
Je veux que la paix revienne dans mon pays et vous venez de voir une séance de réconciliation, même au marché. Ça se passe aussi au marché. On pourra voir un élément tout à l'heure dans une cour commune, mais pour l'heure, recevons le grand Serge Dakory pour la rubrique sportive. Et c'est tous les lundis sur RTI 1. Serge Dakory, bonjour. Bonjour. Merci d'être